Briefing du Grand Prix de Hongrie sur F1 TV avec Gary Hartstein, mon cher Gary. La Hongrie, alors c'est un Grand Prix un peu particulier parce que c'est quand même la F1 qui a été précurseur aussi. On est allé en F1 avant la chute du rideau de fer. Moi, je me souviens des premiers Grands Prix de Hongrie en 1986. J'étais là. C'était quand même autre chose qu'aujourd'hui. Et il y a de nouveau ce côté visionnaire de Bernie Ecclestone qu'il faut souligner. Oui, tout à fait. C'était spectaculaire. Moi, je suis allé pour la première fois en 95. Et c'était quand même extraordinaire de voir le changement d'année en année. Absolument. De voir une ville qui venait de découvrir l'Ouest. Et puis les possibilités, l'argent qui venait avant tout le reste, et puis tout doucement, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est une ville magnifique, Budapest, avec cette architecture impériale. Et puis on y va, on est quand même toujours en plein été, donc il fait beau, les filles sont jolies, comme on sait, en Hongrie. Enfin, moi je le sais, je peux vous dire que je suis bien payé pour le savoir. Enfin non, je plaisante. Mais je me souviens justement de ces toutes premières visite avant donc la chute du rideau. On avait eu, moi je logeais chez l'habitant dans le petit village de Mogyorod, là juste à côté du circuit. Et vraiment, là on était dans un autre monde. C'est des gens depuis 2 générations, voire 3. On était quand même sous régime communiste. Le type était un ingénieur, pas mal. Il parlait un petit peu allemand, mais pas du tout anglais. Et voilà, pour le reste, on était vraiment dans un autre monde. C'était très... et pour eux, c'était un choc, quoi. La F1, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Par la suite, je me souviens, l'année 89, précisément, il y avait beaucoup de touristes qui venaient d'Allemagne de l'Est, parce que le sport automobile était très populaire aussi en Allemagne de l'Est, les fameuses Trabants. Oui, oui. Et puis, en fait, ils ont profité pendant l'été 89 de... Voilà, la frontière avec l'Autriche, qui était un peu poreuse. C'était un peu le début de la chute. Le début de la chute, absolument. Et la frontière était un peu poreuse. Et donc, sous prétexte de... et ils passaient par centaines de voitures. Et ils ont rejoint l'Allemagne de l'Ouest comme ça. Enfin bon. Alors la Hongrie, évidemment, dans la période récente, Gary, et dans ton rôle en particulier, on pense tout de suite à l'accident de Felipe Massa. C'est un peu ironique parce que après Monaco, c'est quand même le circuit le plus lent de l'année. C'est un circuit où on ne pense pas danger. On pense peut-être, course un peu parfois soporifique, mais on ne pense pas danger. Et évidemment, même si on pense danger, on pense jamais à ce qui est arrivé là. C'est vrai que ça fait vraiment partie des aléas, quoi, parce que, comme tu dis, c'est un circuit, a priori, il peut rien arriver. Ça paraît quand même étrange que ça puisse arriver en F1 maintenant de perdre des morceaux. Bon, alors on a vu des pneus exploser à Silverstone il n'y a pas très longtemps, parfois des roues baladeuses, même si les réglementations ont quand même évolué pour éviter ça. Mais quand même, un morceau de suspension, un ressort de suspension, c'était étonnant. Je ne sais pas où l'enquête est allée vers les causes, mais enfin, bon, il y a beaucoup d'histoires de clés qui se trouvent dans le cockpit coincées sous... l'anneau de pédale, oui. Mais voilà, donc. Mais moi, je n'ai pas compris quand je suis arrivé. Bon, j'avais un blessé relativement majeur devant moi, donc je n'avais pas trop le temps à réfléchir. Ceci dit, on essaie toujours de comprendre un peu les mécanismes pour comprendre les suites possibles. Et là, j'avoue, vis-à-vis des dégâts au niveau de la voiture, qui n'étaient pas énormes, les dégâts au niveau du casque et l'état de Felipe m'ont vraiment fait peur. Je n'ai pas du tout compris. Et ce n'est que par la suite que Alain, notre pilote, m'a dit, j'ai vu la vidéo entre-temps pendant que tu t'occupais de Alain Felipe, Van der Merwe, le pilote de la voiture médicale. Van der Merwe. Et à ce moment-là, j'ai compris. Et on sait que par la suite, il y a eu des changements, protection de visière des casques, par exemple, parce que ça arrive toujours dans la visière. Ça fait un peu penser à l'accident d'Ayrton Senna, malheureusement, où c'est l'endroit le plus fragile, le plus sensible, et ça passe par la visière du casque. Et là, maintenant, il y a une protection supplémentaire. C'était juste au-dessus. Mais Andy Miller, à l'Institut, il a très vite conçu d'une ajoute au niveau visière qui donne quand même une force supplémentaire. Ça a réduit un tout petit peu le champ de vision qui n'est pas énorme mais qui est largement suffisant. Maintenant, je pense qu'on peut s'attendre dans un avenir pas trop lointain à des visières même qui auront des qualités optiques parfaites et qui seront un peu comme ce qu'on voit à la banque, quoi.
Beaucoup plus solide, oui, d'accord. Oui. Gary, que penses-tu du retour de Felipe Massa après cela? Parce que on est tous un peu. Et tu as fait une chronique dans le dernier FAI Magazine sur ce sujet. Felipe qui était quand même à son top fin 2008, qui a failli gagner le championnat du monde. Ça s'est joué, rappelons-le, à quelques centaines de mètres, enfin à un virage près. Et c'est une carrière qui quelque part qui bascule. Enfin, c'est un destin. C'est comment? Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui? Il n'a plus cette constance, il n'a plus cette confiance. Est-ce que ça a un rapport avec l'accident ou pas? Bon, c'est très difficile à dire, Pierre. La question est excellente et moi, j'ai mon petit avis vis-à-vis, et cet avis est je veux dire, créé, nourri par ce que je vois tous les jours à l'hôpital, ainsi que ce qu'on voit en course automobile. Je pense qu'il faut se dire que Felipe, il était gravement blessé. La première radio que j'ai vue, le CT scan de Felipe, était tout à fait préoccupant. Bon, après 24 heures, grand soupir de soulagement, mais pendant 24 heures, je m'étais dit, ceci peut tourner au vinaigre relativement rapidement, on en a vu autant. Donc, maintenant, quand on se dit que le cerveau est un instrument extrêmement complexe, qu'il y a autant quasi de neurones qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée, et que donc il y a autant de combinaisons possibles entre ces neurones qu'il y ait, etc., ce n'est pas étonnant que si on lance un ressort à 260 km/h qui pèse 800 grammes à la tête de quelqu'un, ce cerveau ne fonctionne pas rigoureusement de la même façon qu'avant. Maintenant, entre le fait qu'en même temps, il a un gamin à la maison, sa vie a été menacée, donc je veux dire entre le côté spirituel, émotionnel, même intellectuel, attention les gars, moi j'ai une famille que j'adore, et le côté physiologique. Ouais, difficile de faire la part des choses. Bien. J'en ai déjà parlé avec Sid dans son temps, et lui aussi. N'avait pas tout à fait la réponse. Bon, ben, on va quand même suivre Felipe Massa avec peut-être un peu d'émotion particulière ce week-end. Tout à fait. Felipe qui marche pas mal, en tout cas en vitesse pure cette saison. Malheureusement, il est toujours un peu inégal en course. Mais on l'a vu quand même faire jeu égal avec Fernando en qualif plusieurs fois. Donc espérons que ça se passe bien à Budapest. On se souvient qu'en 2009, quand l'accident arrive, l'année suivante, pardon, son retour, on lui, entre guillemets, vole une victoire, ou en tout cas on lui confisque une victoire à Hockenheim juste la semaine précédente. Et on se demande si là aussi, si la victoire ne l'aurait pas complètement relancé psychologiquement. Mais bon. On est dans un garçon charmant. On est dans le brouillard. C'est vrai que Felipe, c'est un garçon charmant. Et on lui souhaite donc bonne chance ce week-end. On va suivre ce Grand Prix de Hongrie et on en reparlera la semaine prochaine.